Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans la Ciné Critique, je poursuis un petit peu ma rétrospective, on va dire, très échevelée à travers le temps, de la saga James Bond au cinéma. Ici, c'est le 5e long métrage, version officielle, en tout cas, avec Sean Connery, sorti en 1967. On ne vit que deux fois, You Only Live Twice, ce qui a failli être le dernier James Bond avec Sean Connery, mais il reviendra un peu après. Et donc, réalisé par quelqu'un, je crois, qui n'a fait qu'un seul James Bond, donc celui-ci, Lewis Gilbert, assisté de Peter Hunt, qui fera celui d'après, sur un scénario, et c'est assez étonnant, hein, sur le papier de Roald Dahl, oui, l'auteur, mais qui a aussi travaillé pour le cinéma. Il avait déjà adapté à l'écran du Ian Fleming, Chitty Chitty Bang Bang, voilà, donc là, il s'essaye à un truc un peu autre, quand même. La musique de John Barry, bien sûr, la chanson titre interprétée, c'est pas facile à dire, je la garde, hein, c'est un procédé critique, par Nancy Sinatra, fort sympathique ma foi. Au casting évidemment, nous avons pas mal d'actrices et acteurs japonais, puisque ça se passe en majeure partie là-bas. 1967, guerre froide, oui, mais on essaye une alternative ici. Nous avons Tetsuo Tanba, qui avait pas mal donc joué chez Monsieur Kobayashi, Kwaidan et Harakiri. Akiko Wakabayashi ou Mie Hama, des actrices qui ont été plutôt chez Honda, King Kong contre Godzilla par exemple, ou qui ont aussi joué pour Naruse. C'est aussi la présence de Teru Shimada, mais qui lui était américano-nippon, donc il a fait plus de films américains que dans, on va dire, les terres de ses origines. Mais, nous avons aussi ici l'apparition, pour la première fois à l'écran, du numéro 1 du Spectre, Blofeld, joué là par Donald Pleasence. Je crois qu'il n'y aura que des acteurs différents par la suite, à part Christophe Waltz qui l'a fait 2 fois, mais dans des récents. Voilà, bon, évidemment, de retour, Bernard Lee, Louis Maxwell ou Desmond Llewellyn dans les rôles de M, Miss Moneypenny et Q, pour ne citer que ceux-ci. Et l'allemand de Karin Dor, qui jouera pour Hitchcock après, pour l'une des, on va dire, James Bond Girls, si vous voulez. C'est celle qui va avoir le contact le plus proche et charnel avec notre espion. Bon, l'histoire, hein, on va la simplifier un petit peu. En pleine guerre froide, attention, il y a aussi la course vers l'espace. On voit ce vaisseau qui est capturé au début, et on se demande donc si les Américains n'ont pas été attaqués par l'URSS. Évidemment. Hein. Ah, là, intervient le gouvernement britannique qui a des doutes, qui sauve un peu la face des Russes. Apparemment, le problème viendrait du Japon. Et attention, on s'arrête ici 2 minutes, on pourrait se poser des questions donc, sur l'écriture de l'époque. Alors c'est peut-être aussi dans le roman de base que je n'ai pas lu, je ne sais pas, mais le Japon voudrait prendre sa revanche sur les États-Unis par rapport à ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, enfin à la fin de celle-ci, non. C'est un peu plus complexe. Non, c'est pas le gouvernement japonais derrière, bien sûr que non. Au contraire, ceux-ci vont être plutôt du côté des gentils à essayer d'aider James Bond, qui va être en infiltration. Non, le spectre est derrière avec des intérêts de consortium capitalisto, crypto-truc, ici japonais. Et donc le numéro 1 qu'on a vu jusqu'ici que en silhouette, etc., va vraiment se faire d'ailleurs connaître et visuellement à James Bond vers la fin du film, sans trop spoiler. On a un petit peu cette image en tête, qu'on ait vu le film ou non, hein. Pas que pour Austin Powers, avec son chat et son crâne chauve, et sa balafre. Bon, Donald Pleasence, qui porte ici, on va dire une belle présence à l'écran, pour le peu que l'on le voit finalement. Cruel, numéro 1 du Spectre avec ses piranhas. Voilà, pas que le chat. Donc, de fil en aiguille, James Bond va être appelé à sauver le monde, hein, potentiellement, encore une fois. Hein. Mais on va le faire passer pour mort, pour qu'il soit vraiment undercover, d'où le titre You Only Live Twice, c'est-à-dire qu'il est à Hong Kong, fusillade, machin, alors qu'il était à 2 doigts de consommer quelque chose avec Ling, qui est jouée par Tsai Shin d'ailleurs, une actrice qui a eu sa petite carrière, et donc une fois donc sous une autre identité, il va s'infiltrer un petit peu, et aussi rejoindre une île japonaise, enfin pas loin, pour pouvoir peut-être aussi se faire passer pour l'époux d'une plongeuse-pêcheuse locale. Alors un petit peu complexe pour rien, mais bon, voilà. Tout ceci évidemment en essayant de fuir le spectre et ses ouailles, ses sbires, pour tout simplement empêcher que ça entre dans une guerre qui pourrait être spatiale, 3e guerre mondiale, apocalypse, tout ce que vous voulez. On est vraiment dans l'ambiance des années 60. 10 ans après L'homme qui rétrécit, dont j'ai parlé, voilà, il y a vraiment peu. C'est un petit peu cette même peur, évidemment, qui cristallise le monde international, et donc ces films-là, qui sont un petit peu en écho de ce qui pouvait être dans le monde.
Et c'est vraiment un pur actionneur, celui-ci. Le précédent, j'avais quelques doutes. Il y avait des expérimentations intéressantes hein, sur Opération Tonnerre, mais peut-être un peu trop désuet aussi avec les James Bond Girls et tout. Là, je trouve que c'est un peu plus géré, un peu plus tempéré aussi là-dessus. Et dans l'idée donc de pas mal de poursuites en utilisant un peu les technologies et les bolides un peu de l'époque, forcément on continue cette idée-là. C'est un film qui est dans son temps et qui essaye d'avancer aussi vers une vision d'avenir. Moi j'ai beaucoup apprécié le dynamisme de cette œuvre-là, que je pense avoir un petit peu vu à la télé plus jeune, hein. C'est comme je le disais sur les précédents James Bond, mais là il y a des choses qui me sont vraiment revenues, peut-être que même je suis allé au bout de celui-ci. Peut-être c'était en vacances, etc. Voilà, ça passait notamment souvent sur France 3 à l'époque, hein, il me semble. Et voilà l'idée, bon déjà pas d'Aston Martin, une Toyota, parce qu'on veut faire une ouverture à l'international, notamment au Japon, on joue sur les décors locaux, notamment ce magnifique hôtel un peu moderne de l'époque, là, dont j'ai pas le nom, mais qui a été repris dans une des BD Blake et Mortimer. Ambiance BD Blake et Mortimer aussi, qui est poursuivie jusque dans ce cratère de volcan. C'est un peu ça aussi, cette idée-là, qui donne de l'ambiance, un peu Tintin aussi, si on veut, à l'ensemble. Donc, ça, c'est bien. Évidemment, ça fait un peu redondant, que ce soit poursuite sur la terre, dans les airs, un peu, voilà, il y a aussi l'histoire de sous-marins, de canaux pneumatiques, tout, et on y va à fond, quelques explosions, quelques combats qui, forcément, un petit peu, là aussi, avec les effets, passent moins bien aujourd'hui au regard, mais je trouve que c'est plutôt bien géré. Alors l'intrigue, elle passe au second plan, on est toujours dans ces poncifs-là, mais je trouve que ça avance bien, et ça capte vraiment l'intérêt. Là où le précédent, il y avait quand même quelques lourdeurs, peut-être pas longueur, mais lourdeur, ici c'est vraiment pur dans l'idée de ce combat permanent en fait de Sean Connery, qui, alors, de James Bond, qui, ok, ne vit que 2 fois, mais passe vraiment près de la mort plus d'une fois. J'ai bien aimé l'histoire là de des fausses funérailles, il y a quelque chose là qui est assez passionnant, et son infiltration donc au Japon, un peu particulière avec les ninjas. On est à 2 doigts de certains stéréotypes et clichés, mais pas tant que cela. Bon, il est un peu grimé, mais on évite quand même, voilà, on va dire Asian face. Quand même, bon, voilà, il est souvent quand même caché par un chapeau et tout. C'est intéressant, on essaye de s'immiscer un petit peu dans cette culture, mais ça reste un petit peu en surface forcément. Et franchement, c'est un film qui travaille ses décors et son dynamisme, je le disais, le bunker du spectre, ce volcan, tout ça, c'est vraiment bien. Il y a quelque chose qui fonctionne bien visuellement et dans le dynamisme d'une mise en scène qui est assez classique dans le style, mais qui fait le boulot et qui est plutôt bien découpé dans ce que ça propose. Donc là, on a un vrai film d'espionnage action pur, qui va un peu plus loin que le précédent, qui commence à assumer totalement le succès de James Bond, donc avec le budget qui va avec, ça se sent. Et donner un peu plus d'influence, d'importance au spectre, oui et non, parce qu'en fait, paradoxalement, il est presque plus mis en retrait, cette idée-là du spectre. Mais enfin, on voit le méchant. Et on voit la cruauté de celui-ci. Quand ces hommes ou femmes ne réussissent pas, ils ne pardonnent rien. Mais ça, on le connaissait déjà avant. Alors là, il y a les piranhas, hein, bien sûr, etc. C'est limite presque dommage qu'on n'ait pas plus une vraie confrontation. Ça va vite, sur le final. Cette idée-là, ouais, il monte sur le volcan pour aller dans le cratère, il y a quelque chose qui est bien là-dessus. Cette idée d'ailleurs aussi de ces utilisations, alors, je pense que ça a été beaucoup plus tourné au Japon, j'imagine, j'espère, je suis pas sûr, si, quand même, il y a eu beaucoup de, voilà. Et cette idée de les voir monter sur le flanc du volcan, comme ça renvoie à certains films japonais aussi. Alors je dirais pas qu'il y a du Kurosawa là-dedans, faut peut-être pas exagérer, mais il y a cette idée qu'on a voulu vraiment essayer de faire un peu style film japonais, mais évidemment avec la grosse production occidentale derrière. Alors, Sean Connery toujours au top. Peut-être que justement on sentait que là il arrivait au bout, donc il a voulu arrêter peut-être au sommet ce rôle-là, mais il sera appelé plus tard. Alors le prochain sera sans lui, le fameux George Lazenby, Lazenby, je sais jamais comment on prononce son nom là, lui d'ailleurs. Je verrai ça plus tard parce qu'évidemment il sera rentré dans l'histoire pour cette salle de prestation. C'est le prochain James Bond dont je parlerai probablement sur la chaîne bien sûr. Sean Connery qui peut-être voulait voir ailleurs aussi, on sait qu'il fera quelques films très intéressants avec Sidney Lumet. Tiens, récemment j'ai parlé du gang Anderson, finalement j'ai une certaine logique dans l'enchaînement de mes vidéos en ce moment, même s'il n'y en a pas spécialement en tant que prévision préalable. Donc, pas grand chose de plus à dire en fait, hein. Sur le discours, on va dire, international, historique, géopolitique de l'époque, oui. Sur le côté tentative de rendre les choses encore plus over the top, certes, mais je pense que là, on arrive quand même à quelque chose qui fait que je me dirais pas,
avec certitude que c'est le préféré que j'ai vu de ces premiers, mais pas loin, quand même. En tout cas, bien au-dessus, enfin, bien, un peu quand même au-dessus du précédent, qui m'avait laissé de marbre sur pas mal de points, et qui, sur certaines relations de James Bond Girl, James Bond, ouais, c'était... Ouais, là encore, bon, évidemment, il y a encore quelques écueils, mais c'est l'époque, et puis c'est le personnage surtout. Évidemment, il faut l'accepter quand on regardait James Bond. Mais je trouve qu'il y a un petit peu plus d'intérêt, finalement. Là, le personnage de l'Allemande, là, même si, évidemment, elle ne peut pas avoir l'importance ultime qu'elle aurait dû avoir, est plutôt bien géré, même si, évidemment, il y a cette idée de séduction à un moment, là, le danger, la evil James Bond girl, et les gentilles japonaises. Oui, il y en a une qui a un petit destin quand même un peu compliqué, malheureusement. Et l'autre, là, la pseudo-épouse, ouais, il y a un petit truc qui va évidemment avoir un build-up, qui fait très happy end, façon de James Bond quand même. Mais je trouve qu'on force pas trop dans l'idée, donc ça va, ça passe encore. La BO est pas mal aussi, bon, même pas James, c'est pas James Bond, donc John Barry se débrouille bien, sans renouveler trop non plus, voilà, avec quelques petites tonalités orientalisantes, bien sûr. Non, franchement, c'est sympathique. On ne vit que 2 fois. Je pense que ça fait partie des James Bond les plus appréciés ou pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Voilà, quand je me lance dans cette rétrospective James Bond, je me dis pas, tiens, lequel est le mieux aimé ou non. Peu importe. Je ne fais que confiance à mon ressenti. Donc c'est une bonne petite découverte. Alors, c'est pas un film qui va rentrer dans mes annales de mes découvertes hors nouveauté de l'année 2025. Enfin, encore faut-il que ce soit une découverte. Je pense pas que je le compterai comme découverte. Franchement, il y a des choses que j'ai déjà vues là-dedans à fond. C'est sûr. Voilà. Bref. À vous la parole, voilà, vidéo un peu détente hein, sur ce genre de film que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu que 2 fois, mais plus que cela. On ne voit que 2 fois ce genre de film, non, on le voit plus bien sûr. N'hésitez pas à dire en commentaire quel est votre rapport personnel, vos souvenirs aussi avec ce James Bond que peut-être vous avez vraiment pleinement découvert enfant ou adolescent et que vous avez tant pu revisionner avec plaisir par la suite. Et comment vous le situez hein, parmi les James Bond, du moins avec Sean Connery. Allez. Je vous dis à la prochaine. Ciao.